Podcast. En contact avec Ipto. Les secrets des rois du phoning et de la télévente. Le télémarketing est né dans les années 50 aux États-Unis. Dans le monde, des milliards d'appels sont émis tous les jours. Mais certains télévendeurs performent mieux que d'autres. Comment font-ils ? Quels sont leurs secrets ? Dans notre série de podcasts et de vidéos, vous allez découvrir pourquoi le phoning demeure un canal de vente incroyablement efficace et quels sont les outils de ces télévendeurs de génie. On vous dit tout. Mais d'abord, un grand merci à Ipto, partenaire de cette enquête. Leader européen de la fourniture de leads intentionnistes, Ipto vous permet d'optimiser l'efficacité de vos campagnes de télévente. Place à l'épisode. Manuel Jacquinet, l'expert du phoning. En 30 ans de métier, il a formé presque 12 000 télévendeurs ou agents de call center et probablement quelques-uns des plus grands commerciaux sédentaires des pages jaunes, du Club Med, de Bouygues Télécom ou bien encore B2S, devenu Connecta. Préparation de l'appel, importance de l'écoute active, utilité et avenir des leads intentionnistes, il raconte ce qui produit de la performance sur les plateaux téléphoniques. Alors en fait, ça fait 35 ans, un peu plus de 35 ans que je travaille dans l'industrie des call centers et comme beaucoup de gens, j'ai démarré un peu par hasard. En l'occurrence, il y a deux périodes de ma vie professionnelle où j'ai beaucoup travaillé au téléphone. La première, c'était dans les années 84-85. Je travaillais en tant qu'étudiant à l'époque pour gagner un peu ma vie de façon ponctuelle. Et donc j'ai travaillé au Trombinoscope, qui était à l'époque un annuaire du monde politique édité par le Nouvel Économiste. Et ensuite, la grande période formatrice, c'est aux Pages jaunes, de 1990 à 1993, où j'ai travaillé comme commercial VRP et il s'agissait de vendre des publicités dans l'annuaire, les fameuses pages jaunes. J'ai fait ça pendant 3 ans. J'étais commercial terrain, mais il y avait une large part du métier qui nécessitait de travailler par téléphone pour prendre des rendez-vous et puis essayer de faire les premières démarches commerciales par téléphone. Alors je vais commencer d'abord par le Trombinoscope, qui était un produit très particulier parce que c'était un annuaire du monde politique qui avait été créé en 1981, à l'époque où il y a cette grande rupture dans le monde politique. La gauche arrive au pouvoir et tous les lobbyistes et tous les gens qui travaillent avec le monde politique n'ont plus de contact. Et donc il y avait quelqu'un qui avait eu l'idée de dire on va créer un annuaire dans lequel il y aura tous les nouveaux députés, les chargés de mission, les lobbyistes, etc. Cet annuaire s'appelait le Trombinoscope et on vendait des pages de publicité à des gens. Donc il fallait soit les renouveler, soit inciter des gens à prendre un rendez-vous ou à acheter par téléphone. La très grosse difficulté, c'était en effet une difficulté très classique dans le télémarketing, c'était de trouver le bon interlocuteur et de passer les barrages. Et ce que j'ai appris à l'époque, d'abord c'est la force du produit. Dès lors qu'on avait la bonne personne au téléphone et qu'on parlait du Trombinoscope, qui est un annuaire qui est peu connu, si tant est que les personnes étaient dans cet univers-là, elles le connaissaient. Et donc du coup, ça permettait quand même de rebondir assez vite sur la deuxième partie de l'appel. Mais dans beaucoup de cas, on avait évidemment affaire à l'assistante, à la secrétaire. Et là, il fallait être soit un bon comédien, soit utiliser un peu des stratagèmes fallacieux. Je me rappelle quand on contactait des ministres ou des directeurs de cabinet, et forcément les standardistes nous disaient « mais qui êtes-vous et pourquoi voulez-vous le joindre ?» Et donc il fallait, au départ évidemment on utilise des techniques habituelles, ben voilà j'aimerais l'avoir au téléphone pour lui proposer d'eux, puis là c'était tout de suite non. Et en fait il fallait passer ce premier barrage. Et le premier barrage, on avait des stratagèmes et on utilisait parfois des petits mensonges. On se présentait au nom de l'amicale des anciens élèves de l'École nationale de l'administration et on était chargé de vérifier les coordonnées du ministre pour lui envoyer l'invitation au repas de la fin d'année. Donc le but... Et ce que j'ai appris à l'époque, c'est qu'il fallait pas essayer de faire la vente, il fallait essayer d'atteindre
le premier objectif qui était de parler au bon interlocuteur. Et pour parler au bon interlocuteur, il fallait évincer l'assistante. Et c'est sûr que quand vous prenez une voix assurée, que vous dites bonjour madame, je suis Charles-Henri de la Monde et j'ai besoin de joindre Laurent Fabius, c'est à quel sujet? Écoutez, voilà, je représente l'amicale des anciens élèves de l'École nationale d'administration et il n'a pas encore répondu à notre invitation pour le dîner des anciens. J'aimerais le joindre, s'il vous plaît. Et si on fait ça avec un ton assuré, qu'on utilise le bon nom et que évidemment on passe le barrage, la deuxième difficulté arrive, c'est qu'évidemment quand on parle soit au ministre, soit au directeur de cabinet, et ben là on est découvert, on est démasqué, il faut avoir une capacité à rebondir. Bon, depuis je pense que ça a beaucoup changé, puisque évidemment on n'arrive plus du tout à joindre les ministres ni les directeurs de cabinet. La deuxième chose que j'ai apprise au trombinoscope, c'est que quand on a le bon interlocuteur, et comme on avait des objectifs commerciaux très ambitieux, il fallait vendre très gros. Donc on avait simplifié l'offre commerciale, on vendait des pages ou des demi-pages. On ne vendait pas les quarts de page, des petites annonces. Une fois qu'on avait un interlocuteur, on lui disait, monsieur, compte tenu de qui vous êtes, il faut que vous preniez une page dans l'annuaire. Et il ne fallait pas trembler dans la voix quand on annonçait que c'était 30 000 francs, 15 000 francs, 5 000 francs. Donc ça, c'était très formateur. J'ai appris également au trombinoscope les premiers éléments sur le bénéfice de travailler en équipe. C'était quand même très dur parce qu'on était là pour gagner notre vie. Évidemment, on enchaînait beaucoup de noms. Et donc, quand on avait une opportunité commerciale qui pouvait parfois arriver uniquement en fin de journée, ben, il fallait donc vendre d'une part bien en une seule fois. Et donc, ce que j'ai appris, c'est que en étant plusieurs, en rigolant, en ayant une bonne ambiance, enfin, quand on a une bonne ambiance, ben, on s'auto-stimule, on s'émule, on aide le copain à passer des moments difficiles. Et parfois, la vente intervient à la fin de la journée, au bout du 45e appel, etc. Et ça, mentalement, une fois qu'on l'a vécu, c'est quelque chose de très fort. Au page jaune, à l'office d'annonce, l'ODA, alors là, j'ai été un très très grand moment de ma vie parce que j'ai appris énormément de choses. Moi, j'avais fait plutôt des études littéraires, des grandes études, et je ne m'étais pas du tout préparé à vendre de la pub dans les annuaires. Et j'ai eu une véritable révélation sur ce que pouvait apporter le téléphone. D'abord parce qu'il fallait, à l'époque au Page Jaune, il fallait prendre des rendez-vous. Donc une grande partie de la semaine se passait sur le terrain. On allait voir des chefs d'entreprise auprès desquels il fallait renouveler les contrats ou conclure des nouvelles ventes. Mais pour prendre rendez-vous, il fallait convenir du rendez-vous. Donc la première chose que j'ai apprise et qui était essentielle, c'était d'organiser son phoning, comme on disait, de façon régulière. Toute la semaine, on démarrait le lundi matin ou le mardi matin, ou à chaque jour, dans chaque journée, on réservait des plages horaires pendant lesquelles on téléphonait pour prendre des rendez-vous. Et mon chef à l'époque, qui était un ancien directeur d'agence bancaire défroqué, m'avait dit, voilà, tu n'écoutes personne, tu n'écoutes que moi, je vais t'apprendre des méthodes qui marchent. Donc déjà, tous les jours, tu fais des appels. Donc cette forme de gymnastique intellectuelle qui consiste à dire, tous les jours tu fais du phoning, tous les jours tu prends des rendez-vous, et si tu t'arrêtes un jour, tu vas arrêter une deuxième journée, il faut ne jamais arrêter. Et je me revois dans des petits départements, dans des villages reculés, où à l'époque on était en 1990, il n'y avait pas de téléphone portable. J'arrêtais ma voiture, je rentrais dans une cabine téléphonique et je passais mes 10, 12, 13, 14 appels le matin, le soir pour prendre des rendez-vous. Lors de ces prises de rendez-vous, la première chose que j'ai apprise, c'était de ne pas faire la vente par téléphone. L'objectif, c'était de prendre le rendez-vous. Et évidemment, quand vous vous appeliez les pages jaunes, c'était un peu plus facile parce que tout le monde connaissait l'annuaire, mais il y avait également des clients qui nous disaient « Ne passez pas cette année, je ne veux pas renouveler mon contrat ». Et donc, il fallait éviter d'accepter cet échec ou ce refus, et il fallait rebondir, donc traiter l'objection en disant « Monsieur, je suis désolé, je ne suis pas là pour vous expliquer ce qu'on va faire, je dois prendre rendez-vous avec vous parce que de toute façon, nous aurons une discussion, donc je vous propose de venir mercredi ou jeudi. » Donc, ne pas accepter le non, traiter l'objection. Et les premiers appels, évidemment, j'échouais. Et puis quand j'ai commencé à utiliser les techniques que l'on m'avait apprises, que on m'avait fortement incité à utiliser, ça marchait beaucoup mieux. Et ça, la deuxième chose que j'ai apprise, c'est une forme de modestie et de pragmatisme, c'est-à-dire que
Quand quelqu'un te dit, même si la méthode peut paraître très originale, voilà, fais ça, ça marche, alors qu'intellectuellement, on peut être tenté de penser que ça n'a aucune logique, que c'est pas intéressant, il faut le tenter. Et quand vous tentez la chose et que vous voyez qu'elle marche, vous la répliquez. La deuxième chose que j'ai apprise au pas jaune, c'était à adapter les heures d'appel, évidemment aux typologies de clients qu'on était amené à appeler. Ben, on n'appelle pas un plombier à midi, on doit se lever le matin pour essayer de joindre à 8 heures. Autant de choses qui peuvent sembler très logiques mais qu'il faut utiliser. Et puis, mon chef, qui s'appelait à l'époque Jean-Claude Schmitt, il m'a marqué, il me dit, il n'y a pas d'appel qui doivent être faits sans que tu aies préparé ton entretien. Intéresse-toi à ton client. Qui est-il? Dans quel univers est-il? Ce qui fait que lorsque tu vas l'appeler, s'il y a une opportunité de placer une information importante, il verra que tu t'es intéressé à lui. C'est une forme de respect, il faut que tu respectes ton prospect, respectes ton client. Donc avant chaque appel, je m'informais sur le traiteur, le coiffeur, le marché des déménageurs, etc. Ce qui permettait, pas toujours, mais dans, on va dire, un cas sur 10, un cas sur 20, de placer un mot juste, de placer un argument qui faisait que, au téléphone, j'entendais que la flèche avait été décochée au bon endroit et que la personne était intéressée. La troisième chose que j'ai apprise aux pages jaunes, c'est l'importance en effet du phoning dans la démarche commerciale. Je rappelle qu'à l'époque, on est en 1992 et que euh, les pages jaunes, qui étaient une filiale d'Avas et de France Télécom, traitaient plus de 52% de leurs clients par téléphone et qu'on arrivait à prendre rendez-vous de ces gens-là et qu'il y avait même des équipes à Paris qui faisaient la totalité des ventes par téléphone, ce qui m'a convaincu d'ailleurs de l'avenir du télémarketing et des call centers. Et ces gens-là que j'ai été amené après à rencontrer ont fait pendant 15 ans la même démarche, c'est-à-dire qu'ils travaillaient 6 heures par jour. Il y avait des équipes de 2 fois 6 heures, 8 heures, 14 heures, 14 heures, 20 heures. Donc on s'adaptait au profil des gens. On avait déjà intégré que c'était un métier difficile et qu'on pouvait le faire que 2 heures. Et ils faisaient à peu près tous la même chose. L'objectif était de passer à peu près 34 appels qualifiés, 34 numérotations. Il y avait 14 entretiens argumentés. On parvenait à faire 3 ventes, dont 2 revenaient avec un chèque. Et en fait, de simplifier le travail avec ces indicateurs quanti était quelque chose de très important. Si je devais résumer en 3 ans ce que j'ai appris au page jaune, d'abord c'est la technicité de ce métier, c'est-à-dire que le résultat n'est jamais comment dire, la conclusion d'un talent, d'un génie, d'un coup de chance. C'est un ensemble de tâches qui, si elles sont bien exécutées, amènent au résultat. Adapter tes heures d'appel, faire du phoning tous les jours, ne pas se décourager, préparer son entretien, avoir les bons mots, être en capacité de s'adapter à son interlocuteur, euh, structurer l'appel pour pouvoir aboutir à l'objectif atteint. Je me rappelle par exemple que Jean-Claude me disait toujours, ton client n'est pas un ami, tu peux avoir de bonnes relations avec lui, mais ça reste un client. Et ensuite, il me disait, il faut savoir finir une vente. Donc une fois qu'il y avait une vente qui était conclue, il faut reformuler, conforter la vente et conclure. Et quand je lui disais, mais c'est quoi conforter une vente? C'est quoi faire une vente claire? Il me disait, une vente propre, technique, c'est une vente que ton interlocuteur va pouvoir réexpliquer à sa femme le soir chez lui avec ses propres arguments. S'il comprend ce qu'il a acheté, pourquoi il l'a acheté, pourquoi il va le payer et pourquoi il est content, il ne va pas faire ce qui était à l'époque notre grande crainte, annuler la vente. Parce qu'on avait évidemment des ventes qui étaient faites, et puis des fois des gens qui appelaient et qui disaient voilà, je voudrais annuler la vente. Vraiment une époque marquante euh, qui a, je crois, influencé tous les gens qui ont travaillé. Pour prendre cette image, d'abord c'est quelqu'un qui doit utiliser à peu près le même registre que celui, je suppose, des comédiens. Je n'ai pas été comédien. Il doit maîtriser sa voix, son texte, la dramaturgie du texte. Il doit mettre en scène quelque chose qui ne passe que par le discours, sachant en plus que dans le fait d'être téléacteur, bah, il n'y a pas enfin, il y avait pas, il n'y a pas beaucoup la visio. Donc tout est lié à la voix, à la capacité de savoir lire la pièce et de savoir lui donner un sens. Et pourquoi ça doit être un bon comédien? C'est qu'en fait,
un bon télévendeur qui va travailler dans plein d'univers, il va devoir s'adapter à différentes personnes. Donc il doit avoir un registre, un peu élargi. Donc je ne sais pas s'il y a un acteur studio, il y a un Lee Strasberg du télémarketing, mais il faut avoir une palette, à mon avis, assez large. Alors c'est vrai que le cœur de mon métier depuis 20 ans, c'est pas d'être télévendeur, même si j'utilise toujours le téléphone dans la démarche commerciale. Mon métier a été de former des gens dans différents call centers un peu partout dans le monde, puisque j'avais monté une société de conseil spécialisée, et j'ai eu l'occasion de former, je regardais le jour, plusieurs milliers, je crois à peu près 10 ou 11 000 télévendeurs un peu partout dans le monde, enfin des chargés de clientèle et des télévendeurs, et de le faire dans différents pays et dans différents univers. Et j'ai essayé de me remémorer 7 ou 8 passages ou 7 ou 8 personnes que j'ai rencontrées avec pour chacune d'elles ce qui m'avait interpellé et qui peut peut-être permettre de savoir, enfin de déterminer quel est le profil type d'un télévendeur de génie. Je me rappelle par exemple qu'à Périgny, qui est dans la banlieue de La Rochelle, Sitel, qui s'appelle maintenant comment dire, Fandever, avait un très grand call center dans lequel on faisait beaucoup de téléventes et notamment de la télévente d'assurance avec un process, c'est qu'on vendait par téléphone. À l'époque, ils vendaient par téléphone sans confirmation de papier. Et l'une des meilleures vendeuses s'appelait, je crois, Monique ou Chantal. Elle avait 40-45 ans, elle était un peu forte, elle avait un pull chandail. Et quand on arrivait dans le call center, jamais on n'aurait pensé que c'était elle qui était la meilleure performeuse et la meilleure performeuse depuis des années. Et donc je m'étais assis à côté d'elle et elle avait cette capacité à créer de l'empathie et à créer une forme de terrain de convergence avec les gens, quels que soient les interlocuteurs. Et ça m'a toujours marqué. Elle appelait, au bout de 2 minutes, elle découvrait le nom de la personne, son métier, et elle avait toujours quelqu'un dans sa famille, dans son entourage, qui faisait la même chose que la personne en question. Et c'était souvent vrai. C'est-à-dire que si elle appelait un garagiste, ah, c'est formidable, monsieur, vous êtes garagiste, mon cousin est garagiste aussi, et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez, etc. Alors, elle avait évidemment une durée moyenne de conversation qui était plus importante que ce qui était imposé, la fameuse DMT, mais ce qu'elle avait de très fort, c'était la capacité à nouer à distance, avec beaucoup d'interlocuteurs tous les jours, des relations. Les gens devenaient amis avec elle, et les ventes découlaient de cette première étape qui était quelque chose d'extraordinaire. Ça m'a toujours marqué, et j'espère qu'elle est toujours là-bas. J'ai eu l'occasion ensuite de travailler au centre d'appel européen du Club Med à Paris, qui était à Saint-Ouen, et il y avait plus de 400 télévendeurs à peu près qui vendaient dans toutes les langues des séjours pour des gens qui appelaient. Alors, c'était une vente un peu plus simple puisque les gens appelaient, donc on était en appel entrant, mais on avait aussi des objectifs très ambitieux à tenir. Et 2 choses m'ont marqué à l'époque. La première, c'est que alors que ces gens-là bénéficiaient de training, c'est-à-dire qu'ils partaient des fois dans les villages pour essayer de connaître le village, ses particularités, la végétation, etc., les meilleurs performeurs avaient souvent 1 ou 2 arguments et l'une d'elles avait la capacité à faire rêver. Elle avait, elle fondait très souvent toute son argumentation et son étape de séduction sur la piscine. C'est-à-dire que dès qu'il était un village dans lequel il y avait de l'eau, dès lors qu'elle se mettait à parler de la piscine, on s'y croyait, on pouvait se jeter dedans, et elle avait compris que dans la vente de voyage, il fallait faire rêver. Et donc elle suivait pas du tout la brochure, elle s'embêtait pas comment dire, à essayer de connaître tous les arguments, elle se focalisait sur 2-3 mots-clés évocateurs, la couleur de la piscine qu'elle ne connaissait évidemment pas, et elle parvenait à faire rêver l'interlocuteur. Toujours au Club Med, il y avait une cellule VIP dans laquelle on vendait des séjours à des gens qui achètent plus de 300 000 francs par an de séjours. Et je me rappelle que l'une des télévendeuses avait franchi un cap dans sa carrière lorsqu'elle avait réussi à faire sauter ses verrous, des verrous qui étaient plutôt des verrous mentaux. Elle s'étonnait que des gens puissent appeler et qu'on puisse dépenser plus de 200 000 francs par an, etc.
Et donc, elle avait une forme de verrou, puisqu'elle gagnait elle-même peut-être 2500 ou 3000 francs à l'époque. Et donc, je lui avais dit, tu sais, il faut que tu t'intéresses à ces gens-là. Ça fait partie des sujets de ton métier. Il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent. Et elle avait compris qu'il fallait qu'elle ait les codes. Et notamment, un appel lui avait été très marquant. Quelqu'un, une cliente du Club Med l'appelle. Et le début de la conversation est le suivant. Bonjour madame, je vous appelle. Bah oui, vous m'avez déjà appelé hier, ça fait la 4e fois qu'on se joint. Y a-t-il un problème sur le voyage? Non, pas du tout, Camélia. Le problème, c'est que voilà, je suis en train de préparer ma valise pour partir au village et j'ai un problème avec la piscine. Est-ce que vous pouvez me dire comment la piscine? Je vous fais très court. La suite de l'entretien, c'est qu'elle avait découvert que cette dame était en train d'assortir la couleur de ses maillots de bain RS et qu'elle voulait absolument euh, connaître la couleur de la piscine. Et donc cette jeune télévendeuse s'était comment dire, empressée de récupérer le catalogue des maillots de bain RS pour savoir quelle était la nouvelle collection et pour pouvoir parler d'égal à égal. La troisième anecdote un peu marquante que j'ai envie de raconter, c'est elle est arrivée sur un plateau de B2S qui s'appelle maintenant Connecta, sur un plateau qui était mythique où il y avait des télévendeurs de génie à Gennevilliers et les gens vendaient de l'assurance décès par téléphone. Et ce que j'ai appris de l'époque, alors il y avait beaucoup de gens d'une quarantaine d'années qui avaient plein de métiers, etc. Tous ces télévendeurs un peu extraordinaires m'avaient surpris par leur capacité à dérouler des argumentaires avec des moments très chocs dans l'appel, notamment au moment du traitement de l'objection. Évidemment, comment dire, des gens qui n'avaient pas songé à acheter ou à souscrire une assurance décès. Et l'objection classique était mais monsieur, voilà pourquoi je vais prendre une assurance décès, je suis en parfaite santé. Et l'un d'entre eux disait monsieur, le dernier qui m'a dit ça est mort le lendemain. Il laissait le blanc. Donc il faut que vous réfléchissiez maintenant, parce que le dernier à qui ça peut arriver, quand on a besoin d'une assurance décès, ça arrive évidemment le jour où on n'a pas prévu. Et il laissait le blanc, et il y avait parfois la deuxième objection qui arrivait. S'il sentait que le blanc n'appelait pas de mots négatifs, il passait à la phase de conclusion de l'appel, sans aucun problème moral. Il disait on est là pour vendre des assurances. Et la deuxième chose, c'était l'objection sur le prix. Et parfois, on leur dit, ah bah tiens, 25 francs, c'est cher par mois, est-ce que vous pourriez me faire une offre? Et l'un d'entre eux, qui s'appelait à l'époque Kamel, je me rappelle, disait, monsieur, demain, ça sera le même prix qu'aujourd'hui. On a passé 25 minutes ensemble, je vous ai expliqué l'intérêt, vous m'avez dit oui, vous avez compris l'intérêt de vous assurer. Et donc maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous poser la question, est-ce que vous voulez vous assurer? Est-ce que vous voulez payer par chèque ou par prélèvement? Et voir tous ces gars-là dans une salle qui s'auto-émulaient, qui étaient là pour gagner leur vie, qui faisaient des ventes très très propres, mais qui n'avaient aucun problème moral et tout, ça m'a impressionné. Et d'ailleurs, quand ils étaient en forme, je me rappelle qu'ils se levaient et ils disaient envoie-moi du fichier, je suis en forme aujourd'hui, je suis en forme aujourd'hui. J'ai deux dernières anecdotes. La suivante, elle intervient dans un plateau où on fait du fundraising et c'est à peu près la même chose. C'est un métier très difficile où il s'agit de vendre par téléphone de l'abonnement à des actions caritatives. Et je me rappelle que la personne disait monsieur, voilà, je vous propose de donner 15 francs par mois ou 15 euros par mois pour le professeur Lejeune. Au moment où je vous parle, la petite Sandra attend votre argent pour pouvoir boucler l'opération. Est-ce que je peux compter sur vous? Et il y en avait qui poussaient entre guillemets le vice jusqu'à faire des bruits derrière. Et cette scénarisation de l'appel pour créer le besoin est quelque chose qui m'a toujours marqué. On peut, quand on regarde ça de l'extérieur, se dire c'est quelque chose de très très amoral. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voyait que ces gens-là avaient tout compris dans la difficulté de leur métier qui consiste à dire il faut créer le besoin, il faut jouer de temps à autre sur le pathos. Ça fait partie du métier. Dernière anecdote qui m'a marqué, ou formation qui m'a marqué, c'est chez un de mes clients qui s'appelle Yvou à La Rochelle et qui fait un métier très particulier
et il vend des produits faits par les prisonniers. Donc son métier consiste à appeler des administrations, des entreprises auxquelles on propose des sacs, des papiers, etc. Des produits qui ont été fabriqués par des prisonniers et qui sont donc un peu plus chers. Et donc ce qu'on vend, c'est l'action sociale, l'action de réinsertion qui permet, que permet le fait d'acheter. Et donc lui, il avait, au bout de 15 ans de métier, c'est un industriel qui a fait HEC. Ce qui m'a interpellé dans son métier, c'est que petit à petit, il avait pensé à toutes les méthodes qui peuvent compromettre le succès, et notamment, il n'avait que des femmes sur son plateau, parce qu'il s'était rendu compte que dès qu'il y avait des hommes et des femmes, il y avait des histoires de drague, que ça pénalisait son plateau. Il n'avait que des gens qui travaillaient une partie de la journée, et au bout de 10 ou 12 ans, il avait réussi à concevoir un modèle économique et un modèle de télévente dans lequel tout fonctionnait. Et pourtant, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, c'est qu'il ne parvenait pas à recruter. Et un jour, il parvient à recruter un jeune télévendeur qui nomme directeur des plateaux de centre d'appel et qui venait de chez Bouygues Télécom. Et le jeune directeur de plateau lui avait dit, écoutez, moi, le problème de votre plateau de télévente, c'est le parking. Ah bon, on lui dit, Bruno, mais pourquoi? Bah, en fait, quand on arrive sur le parking, les voitures, elles ne donnent pas envie, quoi. Moi, quand j'arrive sur un parking, si je vois pas des BMW, des Audi, bah, je dis, les gens là-dedans, ils gagnent pas leur vie. Donc il dit, le problème, c'est qu'il faut qu'on ait des caisses qui donnent envie sur le parking. Et je sais pas ce qu'a fait Bruno ensuite, mais ça m'avait fait sourire parce que c'était un des éléments qu'il avait à l'époque complètement oublié dans sa stratégie. Oui, il y a beaucoup de films qui ont été faits maintenant qui ont décrit l'industrie des call centers. The Call Center sur la BBC, une série sur ICG cet été aux États-Unis. Mais le film de Glengarry Glen Ross, enfin, le film de David Mamet qui s'appelle Glengarry Glen Ross est passionnant parce que on y figure, on y voit des télévendeurs, des commerciaux qui sont chargés de vendre des terrains, des projets immobiliers sur la base de fiches de leads qui leur ont été fournies par le bureau. Et les scènes sont assez extraordinaires parce qu'elles détaillent exactement toutes les difficultés du métier de télévendeur. Dans la première, les commerciaux remettent en question la qualité des leads. The leads are weak. Ils disent les leads sont très faibles. Et on voit bien que chacun a sa propre méthode pour vendre et que l'un des verrous majeurs, c'est la barrière mentale, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne croient plus en leur métier, qui ne croient plus en leur capacité, et ceux qui continuent de se motiver sont ceux qui vont euh, recréer cette motivation, ce en quoi Mitch Murray va les aider. Et le film, quand vous le regardez, même 30 ans après, il n'a pas perdu, il n'a rien perdu de sa pertinence. Puis enfin, une série absolument extraordinaire qui a été produite et diffusée à partir de 2023 sur HBO Max aux États-Unis et qui s'appelle Telemarketers et qui raconte l'histoire d'un call center, l'histoire d'une société de call center aux États-Unis dans les Appalaches des années 90 à 2010. La société fait de la levée de fonds caritative en indiquant qu'elle travaille pour les anciens de la police, ce qui est tout à fait faux. Et elle fait travailler des télévendeurs de génie qui sont pour la plupart des adolescents un peu en déshérence ou bien des repris de justice. Tout est absolument vrai puisque l'histoire est vraie. Elle est racontée par des protagonistes de l'époque, Patrick J. Pespas et Sam Lipman Stern, qui avaient à l'époque enregistré un certain nombre de conversations et tourné un certain nombre de séquences. Et on y voit la mince frontière qui peut exister chez certains télévendeurs de génie entre la pratique de belles choses, des beaux entretiens de vente et parfois des pratiques un peu douteuses. C'est vraiment la série dans laquelle je crois qu'on voit des télévendeurs absolument extraordinaires en situation réelle, en direct live.
Oui, si on compare en 30 ans le métier, en 35 ans, le métier qui a explosé dans les années 90, hein, il est devenu de plus en plus compliqué puisque maintenant bah, les gens ne répondent plus beaucoup au téléphone, la joignabilité des prospects a considérablement diminué, les do not call lists, les listes d'opposition, les réglementations interdisent de téléphoner et donc le télévendeur aujourd'hui c'est quelqu'un qui a des opportunités de vente de plus en plus comment dire, réduites. Donc je pense que le métier va perdre un peu de sa poésie, de son caractère folklorique. Il devient de plus en plus technique. Il va falloir travailler de plus en plus, je crois, sur des opportunités commerciales déjà identifiées. Donc les entreprises vont mettre de plus en plus d'argent dans des leads pour éviter de solliciter des gens, comment dire, pas à propos. Je pense qu'on va aller vers une démarche commerciale où on va solliciter quelqu'un avec des SMS, des textes, etc. pour transformer l'appel sortant en appel entrant. Et l'ensemble des éléments du parcours d'acquisition va devoir être vu. Je prends un exemple très simple, en recouvrement de créances, qui est une forme de télévente. L'un de nos clients nous disait récemment que il arrêtait d'utiliser le système prédictif d'appel. Il numérotait 3-4 fois le même numéro dans une séquence de 20 secondes en se disant que la personne qui voit que quelqu'un l'appelle, un numéro l'appelle, vient de l'appeler 3 fois dans l'espace de 40 secondes, ça doit être quelque chose d'important, donc il rappelle. Donc si on prend cet exemple, au préalable, on aurait pu utiliser un dialer et on se serait fait identifier comme un spammer, alors que là, il va falloir numéroter de façon automatique. Et les opportunités de vente et de conversation étant de plus en plus difficiles, je pense que on va se retrouver sur des opportunités de vente qui vont coûter de plus en plus cher et pour lesquelles les vendeurs vont être de plus en plus des très grands techniciens. Celui de Charles-Emmanuel Berg sur le télémarketing et comment organiser un plateau demeure à mon avis d'actualité. Et on est en train, nous, d'en sortir un sur l'histoire du télémarketing avec la collaboration d'un opérateur télécom. Et on y rappelle dedans, euh, après avoir fait des recherches, deux ou trois choses que je pense qui sont intéressantes. La première, c'est que le télémarketing a commencé à exister dès les années 50 aux États-Unis, puisque les premières compagnies qui ont utilisé ça de façon essentielle ont vendu des abonnements par téléphone. Et donc, c'est un métier qui a à peu près 70 ans. La première grande campagne de télémarketing qu'on connaît, elle date de 1967. Elle est menée aux États-Unis et elle est très intéressante parce que on voit que le consultant qui avait imaginé de faire ça avait fait ça pour Ford. Il a fait appeler à peu près 150 000 personnes, des femmes qu'il a fait travailler depuis leur domicile, qui ont émis plus de 20 millions d'appels sur une période de 7 jours. Et à l'époque, c'était pas pour vendre. C'est en ça que ça montre que déjà la question des leads et des fichiers se posait. Grâce à ces 20 millions d'appels, elles sont parvenues à identifier 187 000 prospects qui à l'époque avaient déclaré qu'ils avaient un projet d'achat. Ces leads intentionnistes ont été fournis aux concessionnaires automobiles. Ça avait été à peu près qualifié pour qu'ils en aient deux par jour. Ça a permis à l'époque de générer plus de 24 millions de dollars de ventes. Et donc, on voit que déjà il y a 70 ans, la question du fichier, de la sollicitation commerciale, de la mesure des indicateurs, de l'utilisation des gens qui travaillent à domicile était au cœur des sujets. Et donc, on voit que la réflexion actuelle sur les composantes de la télévente sont des éléments clés.